Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de votre épargne et bien sûr des marchés financiers qui n'arrêtent pas. Un jour de flamber, un jour de s'effondrer. C'est le yo-yo ou les montagnes russes qui n'en finissent pas. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on peut imaginer que ça y est, on a l'impression que les marchés boursiers peuvent redémarrer? C'est vrai qu'on a eu des bons chiffres de l'inflation américaine. Au moment où je vous parle, là aussi des chiffres des prix à la production aux États-Unis qui ont été meilleurs que prévu. Et donc là aussi les marchés repartent à la hausse, c'est assez incroyable. On a une très forte volatilité, une très forte surréaction finalement des marchés. Parallèlement, l'euro également remonte nettement. Et puis bien sûr les crypto-monnaies. Donc on a connu une faillite retentissante, nous allons en parler. Est-ce que les cryptos vont redémarrer ou pas? Est-ce que ça va s'effondrer complètement? Voilà, trois grandes questions qui nous concernent, qui concernent votre épargne. On va essayer d'y répondre en toute franchise, évidemment toujours avec des graphiques réalisés sans trucage. Et je le précise, dorénavant nous mettrons à chaque fois les sources parce qu'il y a une grande demande justement pour savoir d'où viennent les graphiques, quelles sont les sources. Alors bien sûr, ils viennent de mon cabinet, nous les faisons au sein de mon cabinet, mais toutes les sources sont officielles. C'est les instituts statistiques nationaux, que ce soit l'INSEE en France, Eurostat en Europe, le BEA aux États-Unis. Donc voilà, ils seront affichés ici. Donc là, par exemple, c'est bien sûr l'évolution du Standard & Poor's 500, donc qui vient donc de nouveau de redémarrer. On le voit donc cet effondrement qu'on a vu depuis le début de l'année. Vous voyez qu'il était effectivement assez net. Là, c'est depuis le début janvier donc 2022, un effondrement de 25,4%. Et puis, bon an mal an, ça redémarre, et notamment les derniers jours avec une hausse, vous voyez juste sur le 10 novembre de 5,5%. Ce qui veut dire qu'au total, depuis le plus bas du 12 octobre dernier, on a une augmentation de 10,6% du Standard & Poor's 500. Si on prend le Nasdaq, donc la bourse des valeurs de croissance, évidemment, ça fait beaucoup plus chuter, mais là aussi, ça a remonté assez fortement, donc une très forte volatilité, on le voit ici. Donc l'effondrement jusqu'il y a encore quelques jours était donc de 35,5% entre donc novembre 2021 et le 9 novembre 2022, et puis le 10 novembre, là aussi, flambé, 9,4% en 2 jours sur le Nasdaq. Ça a un petit peu baissé donc pour la journée d'hier, ça va certainement remonter aujourd'hui avec les bons chiffres américains, mais on a quand même une baisse de 30,3% depuis le sommet de novembre 2021, donc il y a toujours cette tendance baissière, mais c'est vrai qu'on a une sorte de bol d'air. On retrouve ça également sur le CAC 40, on le voit ici, c'est même encore plus net, donc depuis le début de l'année, le CAC 40 avait baissé de 23%, et donc le plus bas était atteint d'ailleurs le 29 septembre, après ça remontait bon an mal an, et là, donc également, idem, remontée très nette ces derniers jours, notamment grâce à cette baisse de l'inflation américaine, et donc finalement, on a une hausse de 16,4% entre le 29 septembre et le 14 novembre, ce qui a réduit la perte depuis le début de l'année à seulement 10,4%. Bon, c'est bien sûr toujours une perte assez nette. La question est de savoir, c'est est-ce que ça va continuer, hein? On le voit il y a quelques mois aussi, on avait eu, je dirais, une très forte chute, après ça avait redémarré avec c'est très sinusoïdal, c'est très volatile, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes évidemment qui pèsent sur les marchés boursiers, mais c'est vrai que s'est-il passé ce 10 novembre et également aujourd'hui, donc ce 15 novembre, avec des bons chiffres sur la production, les prix à la production aux États-Unis, on va y revenir, et bien voilà, c'est que l'inflation américaine a baissé. Alors on le voit, c'est vrai, là c'est l'inflation globale aux États-Unis, c'est la courbe bleue, ça a un petit peu baissé, c'est vrai qu'on était donc sur des niveaux de plus de 9%, là on revient vers les 8%, mais parallèlement, sur les prix, donc hors énergie et produits alimentaires, la courbe rouge ici, on est même retombé à 6,3%, ce qui reste quand même des niveaux extrêmement élevés, mais comme le consensus attend à pire, on pensait que ça allait moins baisser, eh bien il était content, un petit peu comme aujourd'hui avec les prix à la production. Donc juste quelques chiffres, alors on est à 8,2% donc en septembre dernier, maintenant on est à 7,7% sur l'inflation américaine, un plus bas depuis janvier 2022. Hors énergie, pareil, on est passé de 6,6 à 6,3. Ce sont néanmoins des niveaux qui restent très élevés, notamment ça reste des plus hauts, hein, si on exclut les derniers mois, ça reste des plus hauts depuis janvier 1982 ou août 1982 pour l'indice hors énergie et produits alimentaires. Donc ce qui veut bien dire que l'inflation est toujours là, hein, elle est en train de baisser, c'est un ralentissement logique, mais comme effectivement les marchés sont très épidermiques, ils se disent c'est mieux que prévu, donc on y va. Et idem aujourd'hui donc sur les prix à la production donc, qui viennent donc de sortir, on voit donc c'est la courbe rouge ici, là, le glissement des prix à la production, on était monté à plus de 11%, là on est autour des 8%, donc ce qui veut dire que vous voyez, les prix à la consommation ont déjà un petit peu anticipé, donc ils vont quand même rester élevés, même si c'est vrai que ça baisse, c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais l'inflation va quand même rester encore légèrement élevé aux États-Unis. Ça, c'est parce que le dollar baisse, qui va évidemment générer une augmentation de l'inflation importée. Il y a toujours des pressions sur les cours des matières premières, notamment le pétrole. Donc c'est vraiment des éléments temporaires, mais ça suffit pour faire flamber les marchés. Alors
sachant que d'un autre côté, ça montre également que la politique de la Réserve fédérale américaine de resserrement monétaire a quand même fonctionné. Et donc là, c'est l'élément important, c'est qu'on a une déconnexion finalement entre l'inflation américaine et l'inflation de la zone euro. Donc là, c'est la zone euro, c'est la courbe rouge. Donc nous, on continue de monter, on est à 10,7%, un nouveau sommet historique donc au mois d'octobre, alors que les Américains baissent, donc on va voir, on est à 7,7%. 3 points d'écart, vous voyez, entre l'inflation américaine et l'inflation de la zone euro, c'est évidemment du jamais vu. Donc on voit bien que la politique de la Réserve fédérale a porté ses fruits. Donc ça va lui permettre maintenant de limiter l'augmentation des taux d'intérêt, alors que nous, comme on avait plusieurs trains de retard, la BCE va devoir encore augmenter les taux d'intérêt, alors que la Réserve fédérale va se calmer. Donc on voit bien ce différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis, donc c'est la courbe rouge, on est à 4% de taux d'intérêt, pour donc le taux monétaire de la Banque centrale américaine. Pour nous, le taux RFI de la Banque centrale européenne, il est à 2%, donc vous voyez, il y a toujours 2 points d'écart entre les deux. Donc vraisemblablement, la Réserve fédérale va encore augmenter ce taux d'intérêt, mais de façon limitée. Alors que nous, en Europe, comme on a une inflation qui reste historiquement élevée, on va devoir continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Donc ce qui veut dire que le différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et la zone euro va se réduire, et voilà pourquoi l'euro est reparti à la hausse. Parce que l'euro avait fortement baissé parce qu'on avait un écart très fort de rémunération à l'avantage du dollar par rapport à l'euro, c'est toujours le cas, mais ce différentiel se réduit et va encore se réduire. Et donc là, on a l'euro-dollar qui était donc passé sous la parité avec le dollar, donc 1 euro égale 1 dollar. On était tombé bien en deçà, plutôt 0,95. Et maintenant, ça y est, là, on est à 1,04 $ pour 1 euro. Ça remonte. Donc tant mieux, effectivement, ça va réduire on va dire les prix importés, l'augmentation des prix importés, l'inflation importée. Mais néanmoins, attention, est-ce que c'est durable si on a toujours des risques sur la stabilité de la zone euro, ce qui veut dire que ça va rester extrêmement volatile. C'est un peu comme pour les marchés boursiers. Tout à l'heure, on voyait sur le CAC 40, vous avez donc dit ici même qu'il y avait une sorte d'intervalle entre les 5000 points et les 6000 points. Quand on va autour des 5000, ça redevient intéressant à l'achat sur le CAC 40. Quand on dépasse les 6000, comme c'est le cas aujourd'hui, attention, il faut prendre ses bénéfices parce que ça pourrait repartir à la baisse. Parce que ne l'oublions pas, les marchés boursiers sont censés représenter une réalité économique. Et donc, si on a une récession qui est en train de s'installer dans la zone euro et que donc demain, le PIB baisse, ça veut dire qu'il y aura moins de profits, et donc les marchés boursiers qui valorisent les profits à venir doivent quand même baisser malgré cette augmentation temporaire qui est liée à cette baisse des taux d'intérêt à venir, parce qu'on a une baisse de l'inflation. Donc comme il y a moins d'inflation, donc on va réduire l'augmentation des taux d'intérêt, et donc ce qui donne une sorte de bol d'air au marché. Mais attention, comme les marchés boursiers doivent valoriser les profits et que les profits vont baisser, voire même on aura des pertes l'année prochaine, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on va rester quand même sur les montagnes russes, avoir une très forte volatilité. Donc il faudra être extrêmement prudent et prendre régulièrement ses bénéfices, ou alors investir sur le long terme pour ceux qui évidemment ont les moyens d'attendre sur le long terme, parce que les marchés boursiers restent très porteurs à long terme. Donc voilà ce qu'on peut dire sur effectivement l'évolution des marchés boursiers, également l'évolution de l'euro-dollar, donc qui remonte un petit peu, mais ça pourra repartir à la baisse au gré malheureusement des chiffres de la récession dans la zone euro, et puis également toujours des risques, on le voit avec l'Italie et la France, etc. Il y a quand même pas mal de quiproquos, donc qui pourraient quand même mettre à mal la crédibilité de la zone euro et donc de l'Union européenne même au sens large, et donc l'euro pourrait en pâtir. Donc là aussi, il faut profiter des niveaux actuels parce que ça pourrait repartir également à la baisse. Donc extrême volatilité, extrêmement forte volatilité sur les marchés boursiers et sur l'euro-dollar qui va donc perdurer. Alors, dans ce contexte, on a évidemment eu ce coup de Trafalgar, va-t-on dire, avec l'effondrement, je dirais, des crypto-monnaies et notamment la faillite de FTX, qui était donc la deuxième plateforme d'échange des crypto-monnaies. Et donc, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était, finalement, le FTX, c'était l'américain contre Binance. Binance, alors, est-ce qu'il est américain, est-ce qu'il est chinois, on ne sait pas trop quelle est son origine exacte. Enfin bon, il y a beaucoup de spéculations, mais néanmoins, c'est vrai que FTX, qui paraissait donc être une plateforme sûre, on entendait un peu partout, non, l'argent est en sécurité, tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien ça s'est complètement effondré. C'était valorisé 32 milliards de dollars, on ne sait plus trop combien ça vaut. Son président, qui avait une fortune estimée autour des zéros en quelques années, voire quelques trimestres, est passé à plus de 12 milliards de dollars. Bon, évidemment, maintenant, ça y est, il est revenu à la situation initiale avec pas grand-chose, parce qu'il y a eu également des malversations, et donc ce qui a généré cet effondrement de FTX, cette mise en faillite, avec beaucoup d'entreprises qui sont liées à FTX. Donc c'est pourquoi j'intitule ici le Lehman Brothers des crypto-monnaies, parce que c'est vrai que comme Lehman Brothers était une banque qui travaillait avec toutes les banques dans le monde,
Mais évidemment, FTX également travaille avec beaucoup, je dirais, soit de plateformes, mais également d'acheteurs de crypto-monnaies, et pas seulement des particuliers, également des fonds d'investissement. Donc là, on ne sait pas trop de qui il s'agit, mais a priori, il y aura quand même pas mal de dégâts, pas mal de fonds qui vont supporter de fortes pertes. On l'a souvent dit ici, donc on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui ce danger où, comme il n'y a aucune sécurité finalement, il n'y a pas, je dirais, de chambre de compensation, il n'y a pas d'autorité, je dirais, au-dessus qui permettent justement de limiter les dégâts, bien, quand ça s'effondre, ça disparaît complètement, et donc il y a des pertes colossales, avec bien sûr donc la crypto-monnaie de FTX, le FTX token qu'on appelait FTT, vous voyez, qui s'est complètement effondré. J'espère que vous n'en aviez pas, mais regardez, ben oui, depuis donc septembre 2021, moins 98%. Bon, ça vaut quasiment plus rien, vous avez quasiment tout perdu si vous en aviez. C'est quand même extrêmement triste, mais ça montre l'ampleur des dégâts, et ça montre qu'il faut être extrêmement prudent. Alors bien sûr, comme il y a eu le coût de l'inflation américaine qu'on évoquait tout à l'heure, ça a calmé un petit peu le jeu, notamment sur les autres crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, mais quand même on est sur une baisse de 75-76% par rapport au niveau qu'on avait donc en 2021, en novembre 2021. Donc on revient sur des niveaux de 2020. Alors bien sûr, si on a acheté avant 2020, c'est encore bon, mais néanmoins on voit bien qu'on reste sur une tendance baissière et une très forte volatilité là aussi. Alors toutes les crypto-monnaies sont concernées. Je vous ai également mis ici l'Ethereum, toujours quand même moins 77% de baisse, hein, depuis les plus hauts. Si on prend également le Litecoin, également, on est sur 87% de baisse. Bon, c'est extrêmement volatile. Encore une fois, on vous avait prévenu, on voit bien aujourd'hui cette situation qui est très compliquée, sans parler des crypto-monnaies qui ont complètement disparu. Donc là, encore une fois, les petits porteurs, notamment, avaient tout perdu, mais néanmoins, le plus important, c'est que maintenant, on a également des fonds d'investissement qui avaient investi dans ces crypto-monnaies. On ne connaît pas encore exactement les noms, mais il y aura forcément des dégâts, il y aura donc des dommages collatéraux, comme on peut les appeler, et ça fera évidemment mal. Donc, que peut-on faire pour protéger notre épargne? C'est un petit peu le but dans ce contexte très particulier, très difficile. Alors, les marchés boursiers, on le voit, ont très fortement donc rebondi. Prudence, comme on l'a évoqué, parce que comme on n'a pas encore valorisé les pertes qui arrivent pour 2023, bien ça veut dire qu'il y aura un mouvement de balancier, de nouveau une baisse des marchés boursiers. Donc encore une fois sur le CAC 40, on va dire entre 5000 et 6005, voilà, c'est le grand intervalle où il faut acheter ou vendre. Sinon on peut investir sur du long terme avec des bonnes entreprises. Donc garder cette stratégie de long terme, c'est extrêmement important, si on le peut bien entendu. Toujours délaisser les obligations d'État. C'est vrai que les taux d'intérêt ont un petit peu baissé sur les obligations d'État, mais ça reste extrêmement dangereux parce que les dettes publiques sont toujours en train de flamber et vont encore flambé, donc on aura là aussi des difficultés sur ce taux d'intérêt, donc avec ce krach obligataire qui va perdurer. Donc comme le dollar a bien baissé, il faut revenir progressivement par rapport notamment à l'euro. Dès qu'on aura dépassé les 1,05 $ pour un euro, ça redeviendra intéressant à l'achat. Bon, j'en ai parlé bien sûr sur l'immobilier, les actions, ce sont les meilleurs placements sur le long terme, donc là aussi n'hésitons pas. Toujours l'apport pour la soif avec un petit peu d'or, 10 à 15% de son portefeuille, parce qu'il y a quand même là aussi pas mal de dangers, on ne sait pas globalement ce qui pourrait arriver nettement demain. Évidemment, on espère tous que la guerre en Ukraine va se terminer, que tout ira bien, on va dire, dans le meilleur des mondes. C'est ce qu'on souhaite, mais il faut quand même se prémunir contre les dangers. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas non plus mettre tout en or, mais quand même avoir 10 à 15% de son portefeuille. Quant au Bitcoin, aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs au sens large, on l'a compris, il y aura là aussi des mouvements de yo-yo, ça repartira à la hausse, puis à la baisse, mais on se rend bien compte des dangers aujourd'hui. Alors, le président de Binance nous dit « mais non, mais nous, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, etc. » En fait, on n'en sait rien. Je pense qu'il faut dire la vérité aujourd'hui aux petits porteurs. Il n'y a pas d'autorité de contrôle, donc on ne peut pas, personne ne peut affirmer que tout est sous contrôle. On le croyait pour FTX, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Il y aura là aussi, encore une fois, des dommages collatéraux. Donc, pour conclure, rappelons-nous toujours, je dirais, cette règle de base de la finance, de l'économie, voire de la vie au quotidien, c'est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Donc si on veut un rendement élevé, ça veut dire qu'on a un risque énorme. On est en train de le comprendre sur les crypto-monnaies. Donc si on garde ça en tête, si on veut prendre des risques, très bien. Alors à ce moment, peut-être on pourra espérer des rendements élevés. Et puis si on veut se contenter de rendements faibles, à ce moment-là, on aura un risque faible également. Donc voilà, c'est une stratégie qu'il faut adopter avec toujours une vision de long terme. Et comme ça, on pourra sauver notre épargne. C'est du moins tout le mal que je nous souhaite, tout le mal que je vous souhaite. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt.